Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va commencer par se faire du bien avec modération. Le vin, est-ce qu'on a tendance à un peu plus boire quand on rentre chez soi à 18h et qu'on ne peut plus aller nulle part? On va démarrer avec ça et avec les entrepreneurs du vin. C'est parti. On repart les amis, et donc on va boire un coup pour oublier tout ça. Tout ce que vient de nous dire Jean-Pierre Petit. Bonjour Mathieu Laine, bonjour. Stéphane. Ouais, j'ai appelé ça avec modération. Voilà. Oui, toujours avec modération. Toujours avec modération, voilà, comme ça on est tranquille. Donc, cofondateur du Petit Ballon, on va parler du vin, on va parler du commerce du vin, on va parler de la façon dont alors pas seulement les vignerons d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a aussi qui assemblent les vins par exemple, bref, l'ensemble de ceux qui fabriquent, il faut bien en parler comme ça à un moment, fabriquent le vin, sont en train de réfléchir aujourd'hui en France. Mais la première des questions, c'est je me demandais, est-ce qu'on plonge dans la bibine pour se consoler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de vin pour essayer d'affronter ce qu'on est en train de traverser? Non. On peut pas le dire comme ça. On veut dire qu'il y a une consommation qui est différente. Aujourd'hui, les bars, les restaurants, tout ça, c'est fermé. Donc, c'est une consommation qui est différente. Du coup, la consommation qu'on pouvait potentiellement avoir à côté, on va l'avoir chez soi parce qu'on est obligé et qu'on doit rentrer chez soi avant 18h. Mais du coup, vous êtes à l'heure pour l'apéro, c'est pas mal. Non, il n'y a pas... Oui, on est à l'heure, mais on est tout seul, quoi. C'est-à-dire, voilà. à un moment, il faut que le vin soit bon, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais alors ça, on s'occupe de ça et vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, non, juste pour la consommation, non, il y a une baisse de la consommation qui s'est opérée pour les Français. Enfin, je vais parler de la France. Ouais. Là, les vignerons cherchent des débouchés. Il y a plusieurs réseaux de distribution en France. Hein. Enfin, d'ailleurs, pour les vignerons, on parle soit d'export, soit... Donc, ce qu'on appelle le HCR, hôtel, café, restaurant, Tout à fait. la fermeture administrative de tout cela n'est pas compensée par une hausse de la consommation domestique. Non. Et puis, en fait, ça dépend de toujours que quand on est vigneron, à qui on vend. Il y en a qui vendent à la grande distribution, d'autres qui vendent à l'export. C'est vrai. L'export, c'est éteint, l'export est reparti. Enfin, ça dépend de chacun. Et il y en a qui ne vendent parfois plus rien et d'autres qui s'en sortent bien. Ça va dépendre de chacun. Pas à ça. C'est-à-dire que pour certains, il faut complètement repenser l'ensemble de leur circuit de distribution. Exactement. Ah oui. Exactement. Et en fait, et en plus des gars qui étaient sur des rentes, parce que quand vous avez un grand restaurant qui vous commande les 3/4 de votre production tous les ans, globalement, vous réfléchissez pas trop à essayer de... Vous avez des gros qui ont beaucoup de volume et qui ont du mal à les passer, donc ils savent pas quoi en faire. Mais il y a des petits qui ont choisi justement de travailler depuis des années avec des cavistes, des restaurants, des hôtels. Les cavistes, ils en ont encore, mais et les autres, ils ont plus de débouchés. Donc pour eux, oui, c'est compliqué. En fait, c'est pas rose aujourd'hui la consommation de vin. Enfin, en tout cas, les producteurs de vin n'ont pas un moral extraordinaire en ce moment. Alors, l'ensemble de la production, mais vous? Alors nous, c'est de la distribution. Eh ben voilà. Voilà, on va parler de distribution. Le modèle qui vend en particulier, celui-là, enfin, quand vous décriviez là tout à l'heure, on est obligé de rentrer chez soi à 18h. Je me disais, en fait, dans leurs rêves les plus fous, quand ils ont commencé à fonder Mon Petit Ballon, peut-être même qu'ils n'avaient pas imaginé une situation aussi favorable. Alors, on n'est pas content de la situation de manière macroéconomique. Néanmoins, nous, ça se passe plutôt bien, donc c'est quand même cool. Ouais. Dans toutes les crises, il y a des gens qui s'en sortent bien et pas bien. Et aujourd'hui, on va dire pas que le Petit Ballon, mais la vente de vin sur Internet, principalement, s'en sort plutôt bien. Oui, parce qu'en fait... On avait beaucoup de retard sur le marché. En fait, Internet, aujourd'hui, la consommation de vin, la distribution de vin, je crois qu'on est un peu moins de 7% ou 6% sur la partie vente de vin en ligne. On est dans toute la partie... Internet n'a pas bouleversé ce marché-là. Donc, on accélère. En même temps, 6-7%, tu sais, ça permet de rappeler là aussi des chiffres, mais le commerce général, c'est 12-13%. Hein, c'est pas non plus... même s'il se développe là, mais le commerce en ligne n'est pas évidemment très loin majoritaire sur le commerce. Non, mais je referme la parenthèse. Oui, très bien. Très bien. Et après, quand on a un peu de chiffres, la distribution de vin, je crois qu'il y a 80% des volumes qui sont faits en grande distribution aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a toujours en train de se dire mais en fait les cavistes et tout, les cavistes c'est tout petit et puis c'est très très urbain et voilà. Mais donc la vente de vin sur Internet se porte plutôt très bien et c'est une bonne chose pour tous les acteurs de vin qui sont sur Internet. C'était quoi donc la démarche le Petit Ballon parce que quand même à un moment il faut savoir à qui on parle là. J'ai vos chiffres là. 100 000 abonnés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a atterri à 20 sur cette année 2020. On a fait 20 millions de chiffre d'affaires en 2020. Alors, c'est un distributeur, hein, évidemment, donc le chiffre d'affaires peut monter vite, mais enfin, quand même, ça commence à représenter quelque chose, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, il paraît. Non, mais du coup, non. Oui, en fait, nous, on se rend pas trop compte parce qu'on on avance et voilà, donc... Il y a toujours des étapes. Au départ, je me rappelle très bien avec Martin. Alors, c'était quoi la réflexion de départ, justement? Alors, la réflexion de départ, c'est on va avoir 30 ans, on ne sait pas différencier un Bordeaux d'un Bourgogne, on ne doit pas être les seuls. On se renseigne, Martin se renseigne, c'est lui qui a eu l'idée, mon associé, qui se dit, tiens, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le monde du vin. Et tout ce qu'il trouve, c'était...
embêtant, pas drôle, cher, un peu vieux et rien de funky, rien de. Je rajouterais même intimidant. Exactement, mais le marketing du vin a été fait par les gens du vin pour les gens du vin. Ouais, voilà. Et du coup, exactement. Mais ça crée de la valeur parce que quand on veut essayer de comprendre les différences entre une terre qui a enfin les différents cépages, les différents terroirs, ça joue vachement. L'argile, pas l'argile, la mer, pas la mer, exactement. Oui, tout à fait. Mais après, il y a 4% des Français qui se disent experts en vin, donc il y a 87% des Français qui ne s'y connaissent pas. Donc au départ, nous, le Petit Ballon, c'est ça, c'est de dire, tiens, on devrait trouver un concept qui nous plaise à nous. Et c'est là où on s'est associé avec Jean-Michel Deluc, l'ancien chef sommelier du Ritz, Drouan, Fouquet's et autres, maître sommelier, bref, un ponte, le premier sommelier sur Internet. Donc quelqu'un déjà qui sentait les choses et qui avait envie de ça et qui s'associe. Et vous sentiez qu'il y avait une demande qui était insatisfaite en fait, franchement, du fait de l'ensemble de ces barrières. C'était pour nous au départ, on s'est dit ça nous parle. Après, bien sûr, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose. On a copié un modèle américain qui a un concept d'abonnement, box, et c'est comme ça qu'on est parti dans les box il y a 10 ans maintenant. Et toutes les box n'existaient pas. C'était vraiment les prémices du concept de la box. Et d'ailleurs, on n'a même pas le nom de box. Et le Petit Ballon est parti comme ça il y a 10 ans. Alors c'est ça qui est assez génial dans ces modèles de box qui ont eu. Alors c'est très très compliqué le business des box. Bon, voilà, je vais le dire comme ça. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit c'est assez génial parce que toute la difficulté, c'est de choisir. Et vous choisissez pour nous. Ouais, alors, le concept ne fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit... bien sûr, il faut que je sois satisfait après. Les distributeurs de vin se sont dit, la box c'est super, tout le monde s'y est mis, tous les gros du monde du vin, tout relatif que ce soit, s'y sont mis et personne aujourd'hui n'existe encore sur le monde du vin, sur la box. Parce que tu mets n'importe quoi dans la box. Non, pas forcément, c'est qu'en fait, là, ce n'est pas juste un concept de bouteille. C'est une expérience. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très fort et c'est l'expérience. Et tout passe par l'expérience. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui reçoivent ça en cadeau et qui reçoivent leur box Petit Ballon, l'ouverture. Et en fait, le moment d'ouverture, le moment de découvrir tout le contenu édito qui est autour, joue aussi dans le moment des dégustations. Le vin, ce n'est que de l'émotion. Et on a un concurrent qui a pas mal de magasins en France et une ancienne... Bordeaux avec une écriture jaune et qui eux avaient fait une box. Non mais eux ils avaient fait une box pour renforcer. Nicolas, pour ne pas le nommer, j'ai gagné au quiz distribution du vin. Avait fait une box pour le retail et qui s'était bien pensé, c'est-à-dire recevez chez vous des échantillons, des mignonnettes, enfin pas mignonnettes, c'était des wine in tube et des pipettes. Il y avait un verre, donc on le reçoit chez soi, on le boit, et si on aime, on vient racheter la boutique. Ce qui est plutôt bien, mais c'est pas notre démarche. Nous, une bouteille, c'est un moment de partage, c'est une bouteille ouverte est une bouteille bue. Oh, tu le fais bien. J'ai appris. Et voilà. Et en fait, donc nous, c'est un partage, c'est de l'émotion. Pour nous, c'est ça. Enfin, le Petit Ballon, c'est ça en tout cas. C'est comme ça qu'on a construit. Et l'ADN du Petit Ballon au départ, c'était bien se marrer. Et on essaie toujours de le faire 10 ans après. Voilà. Il y a alors. Je crois, mais je parle vraiment sous ton contrôle. Il y a un Amazon du vin qui s'appelle Vivino aujourd'hui dans le monde et qui vient de lever 155 millions de dollars aujourd'hui ou hier. Ah bah voilà, parfait, ça me fait une accroche en plus. Tu vois, voilà, ça nous met dans l'actualité. Comment est-ce qui fonctionne très bien, il faut bien le dire, notamment logistiquement fonctionne très très bien, qui a tous les codes d'Amazon, je le dis juste d'un mot comme ça, tous les codes d'Amazon, notamment ce code extraordinaire qui est le client a de toute façon raison. Voilà. S'il y a le moindre problème, le client a raison. Taisez-vous. Voilà. Comment est-ce que... Ils en sont où aujourd'hui Mais justement, je te demande. Mais en fait, Vivino, c'est une super idée, ça aide vachement. Ils ont un nombre de téléchargements qui est de millions de personnes à travers le monde. Mais toi, tu l'as utilisé ? Oui. Combien de fois ? Beaucoup. D'accord. Donc toi, t'es dans la partie geek peut-être de gens qui veulent le connaître et aller vachement sur la constitution, connaissance, mémoire de ces vins et tout, et d'achat derrière. Aujourd'hui, en tout cas, tu sais ça. Je le dis juste d'un mot là aussi, mais je surtout pas. Mais t'as un cercle vertueux qui est le cercle vertueux des algorithmes. C'est qu'à partir du moment où tu commandes beaucoup, ça devient très très précis comme recommandation. Et tout à fait. C'est assez génial. Et en fait, aujourd'hui, Vivino a été créé. Alors, je ne voudrais pas parler en leur nom parce que je connais pas extrêmement bien toute l'histoire, mais au départ comme une aide à la reconnaissance d'étiquette et de pouvoir constituer sa cave. Mais là, le passage de je scanne ma bouteille à j'achète est compliqué. Et aujourd'hui, oui, ils ont lancé leur concept marketplace il y a quelques mois encore en France, je crois. Donc je maîtrise pas encore hyper bien le sujet, mais aujourd'hui ils n'ont pas emmené le marché. Non, enfin il y a personne. D'accord. Non, mais voilà, je voulais juste en fait moi avoir l'idée de ce que ça représentait aujourd'hui. Nous on a une vision du marché du vin sur le web et chacun il vient de son chemin pour essayer de pousser, faire avancer cette grosse boule et c'est très bien. En fait, il y a plein de choses à faire et que on doit apporter du service et que les gens ont de plus en plus le réflexe de dire j'achète du vin, je pense passe par internet ou autre parce que nous aussi on a des boutiques et on a
choses comme ça. Je reviens sur le petit ballon. Effectivement, donc l'abonnement, il faut que... Donc ça veut dire, je vous fais confiance, finalement. Et donc ça veut dire derrière qu'il faut que... On n'a pas eu beaucoup de morts à cause de nos bouteilles. Non, mais il faut que ça me plaise, quoi. Oui. Il faut que j'ai cette émotion. Mais alors, et donc ça veut dire qu'il faut aller tout en bas, en aval. Il faut aller au pied des vignes pour raconter toute cette histoire. Alors déjà, on a une confiance incroyable. Nous, on fait une confiance en amont d'ailleurs. Parce que je dis, moi, il faut aller en amont. Il faut aller au pied des vignes. On a une confiance aveugle à Jean-Michel, qui est notre expert avec son comité qui choisit les vins. Donc là-dedans, je crois que c'est une des fiertés qu'on peut avoir, c'est la qualité des vins qu'on peut proposer. Et on a beaucoup d'abonnés qui viennent, qui sont en fait des vignerons, qui disent j'étais abonné chez vous, je veux proposer mes vins. Donc c'est assez marrant. C'est des gens du cru qui nous proposent leur expérience, enfin qui nous proposent leur vin pour être dedans en disant c'est vachement bien. Je crois qu'on fait bien notre boulot d'un point de vue clients, semblerait-il, parce que les gens restent, reviennent et offrent ça et trouvent ça cool. Les vignerons sont contents de bosser avec nous, donc voilà, il y a toute une démarche d'essayer de bien faire le boulot et que du coup, ça fasse un effet boule de neige. Et puis, dans le monde du vin aussi, ça va très vite. C'est des gens qui se connaissent bien, donc les bons sont connus. On dit toujours quoi que une personne qui fait mal son travail, 7 personnes sur 10 lui disent derrière, savent derrière qu'en fait il fait mal son travail, alors que quand il fait bien son travail, les gens le disent pas assez, mais c'est quand on le fait mal, on le dit plus. Et bon, nous j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, et est-ce que justement ils sont aujourd'hui en réaction? Parce que l'autre élément du web et du vin sur le web, c'est que tu es à un clic des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Chili, d'Argentine, qui sont magnifiques. Et beaucoup moins cher que nos vins magnifiques. Est-ce que là, il y a une prise de conscience? Je vais pas juger là-dessus, c'est pas mon job. Moi, je vais juste dire que l'ADN du petit ballon, c'est quoi? C'est la qualité, la démocratisation et la découverte. Donc oui, nous, une de nos meilleures ventes, c'est un vin sud-africain, par exemple. C'est étonnant, on a des rapports qui sont très différents, mais voilà. Les gens viennent chez nous pour la découvrir. Et donc ça pour resituer aussi, le petit ballon c'est quoi? C'est de la box, de l'abonnement, mais c'est aussi de la vente de vin. Donc nous aujourd'hui on a un catalogue comme un caviste en ligne, et donc tu peux venir chez nous pour acheter ton abonnement, mais tu peux également venir acheter ton vin pour tes ressorts, parce que tu as un vin que tu as aimé dans l'abonnement, ou tout simplement que tu connais, que tu aimes bien, que tu as envie d'avoir, et que nous on peut te livrer dans un temps assez rapide et au bon prix. Donc c'est aussi ça le petit ballon, c'est une activité aussi de vente de vin. Et donc pourquoi les boutiques? D'abord, vous en avez combien? 2. Ouais. Et la première, c'est une erreur. En fait, on cherchait des bureaux, puis en fait, il y avait un devanture. On a mis un bar, on a commencé à recevoir les clients. Mais ça, c'est un peu vraiment fait comme ça. Hein. Et, parce qu'au départ, on était chez Martin, on recevait les clients, mais comme il y avait 3 marches, le livreur, on avait ras-le-bol de livrer. Au départ, il livrait 2 caisses, donc ça allait. Puis quand on a un peu à grossir, puis on était derrière. Puis en fait, on faisait tous, on avait chacun un jour de livret de réception des clients. Et en fait, oui, forcément, on était nuls. Puis après, on a pris un stagiaire, puis un apprenti, et puis on a pris un caviste. Et maintenant, on a un responsable de réseau. Et nous, on a quitté les bureaux depuis. Mais ça tourne toujours, et on a 2 caves, on a essayé un nouveau concept dans le 15e aussi, donc voilà, on teste aussi. Mais pourquoi? C'est quoi votre réflexion? C'est le vin. À un moment avec le web, on sera limité? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait le vin, pour nous la vision du vin, c'est un 360, c'est une expérience, et au fait aujourd'hui il y a des gens qui veulent être dans leur canapé à commander, d'autres qui veulent le service, le toucher, le conseil du caviste, et donc qui vont aussi en bouteille, enfin qui vont en boutique chercher leur bouteille. Et du coup c'est leur qui vont en bouteille chercher leur boutique. Et en fait, du coup c'est un tout en fait. L'expérience petit ballon pour nous c'est un tout, et en fait c'est amusant quand tu te mets devant la boutique, les gens passent, disent la boutique je connais, le petit ballon là, j'ai déjà offert ça à un cousin, un truc. Donc oui, mais c'est là où permet de rayonner aussi sur la partie notoriété. Avec les cavistes, il y a un côté assez intimidant. C'est vraiment s'il y en a qui nous écoutent, etc. Si, je t'assure. Mais j'ai expérimenté en fait il y a quelques années, mais j'ai expérimenté et en fait, c'est un peu comme les bijoutiers, tu vois, ces choses comme ça, c'est-à-dire. T'en as des très bons aussi qui se mettent à la place du client, en fait. Ouais, voilà. Non, mais il faut. Il y a un vrai boulot à faire. Et je me disais, tiens, vous prenez conscience de ça et vous allez peut-être aussi, à un moment, développer une chaîne. Alors, les réflexions, elles se mènent. On est aussi en test chez Monop en ce moment, de réhabiller certains de leurs rayons dans leur magasin. On est en mode test. On aime bien faire des tests et des projets, mais on essaye aussi. En fait, on essaie on se dit, il y a un boulot pour essayer de simplifier l'approche du vin et de rendre service à nos clients. Et nous, on pense qu'à ça, on pense client et comment rendre service aux clients. Et du coup, la réflexion, elle se mène aussi là-dedans. On dit, ton client, il va être dans son canapé, il va acheter sur son téléphone, sa tablette, mais il va être également, je veux passer chercher une bouteille pour aller à un dîner, ou je passe chez Monop. Et donc, le petit ballon aussi essaie d'être dans tous ces points de contact pour que le petit ballon soit un réflexe vin. Et parce que je regardais, c'est-à-dire, on parle plus de Bourgogne, de Bordeaux, par exemple. On dit canaille, délicat, charnu. On s'est mis à la place du vigneron, à la place du client. Ouais, mais on va pas trop loin là, justement, dans le. Alors, toi, tu
est a priori une personne qui connaît à peu près bien, tu sais à peu près quels sont tes goûts, ou au moins Vivino va te le dire. Mais plein de gens veulent juste une bouteille. Et ils savent pas. Et en fait, ils s'en fichent de savoir. Et on revient sur ton émotion. Exact. Enfin, c'est simplifier et démocratiser, ça c'est une de nos missions. Mais oui, mais canaille ou charnu, ça veut rien dire pour moi, justement. Mais bien sûr, si en face t'as pas l'explication, le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, tu viens faire un test quand t'es abonné chez nous, tu viens faire ton premier test, tu réponds à des questions, j'aime le café avec du sucre, sans sucre, le jus de pamplemousse et autres. On ne pose pas question sur le vin. En fait, quand tu rentres chez un caviste, parce que tu sais pas trop, donc là on ne pose pas question sur le vin, et à la fin on dit, t'as un profil qui est plutôt comme ça. Donc t'aimes plutôt ces vins-là. Et en fait, que ce soit un vin, nous on les a goûtés, et en fait on essaie d'avoir un point de vue de goût et non pas de production. Donc on se met du point de vue du consommateur pour se dire, bah en fait t'aimes, j'en sais rien, t'aimes Vanessa Paradis, cette musique-là, bah ça c'est plutôt pop. Et l'autre, notre Vanessa Paradis, elle va être plutôt rock. Et donc en fait, toi t'aimes plutôt la pop. T'étais pas né à l'époque de Vanessa Paradis. Mais je suis un grand fan de Vanessa Paradis. Mais tu rigoles, je l'ai vu en concert et tout, mais j'adore. Bon, c'est pas le sujet. Mais... Bon, non mais on est au bout. Mais bon. Ce que tu viens de dire là, on travaille sur le goût et pas sur la production. C'est sans doute ce qu'une grande partie des producteurs de vin français doivent encore comprendre et analyser. Juste cette phrase-là, le goût, et pas la production, le château, l'étiquette, l'année. Non, mais il le travaille. d'accord. C'est juste que comment est-ce que le consommateur va le comprendre? Et nous, en fait, on va peut-être servir d'intermédiaire pour essayer de lui faire comprendre ces choses-là. Il faut dire que nos vignerons font des choses absolument sublimes. Le cofondateur du Petit Ballon, donc admirateur de Vanessa Paradis, comme ça on est deux, Mathieu Laine, était avec nous sur Bismart. Laetitia Brottier, cofondatrice de Dualsun, panneaux solaires made in France. On démarre donc, on démarre avec ça, là, voilà, je crois que c'est ça, vous le voyez bien, là, voilà, vous le voyez super bien. Symbole de l'aventure industrielle en mode 21e siècle. Voilà, Laetitia, comment je vous ai... comment est-ce qu'on peut dire ça? Bon Dieu, le nom ne vient pas. En fait, je réfléchissais, qu'est-ce qui me passionne dans cette histoire-là avec ce panneau solaire? Et je me disais, c'est ça, c'est le symbole de l'aventure industrielle 21e siècle. Il se trouve que... alors, je ne sais pas si vous connaissez l'entrepreneur Denis Père. Entrepreneur qui a été le premier dans les années 90, vous étiez peut-être même pas né, Laetitia, a été le premier Français à aller coter une boîte au Nasdaq. En l'occurrence, ça s'appelait Business Object. Et Denis Père, il a écrit il a essayé de faire un peu de politique, etc. Et il a écrit un bouquin récemment sur la façon dont, selon lui, la mondialisation avait totalement dérapé. Et il prenait les panneaux solaires comme exemple, et maintenant les batteries, mais à l'époque, donc ça doit être tournant des années 2000, ça vous le savez mieux que moi, à l'époque où en fait la France, l'Europe a complètement laissé filer cette industrie, avec le prétexte qu'en fait, il n'y avait aucune valeur à fabriquer ces panneaux. C'était la grande mode à cette époque-là. Et que la valeur, ça allait être la façon dont on allait organiser les réseaux, ça allait être, enfin, tout le reste. Et ce qui était en fait sans doute une erreur historique. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai vu que, Laetitia, il y avait à nouveau des gens qui s'étaient dit, et depuis un petit moment d'ailleurs, Laetitia, depuis combien de temps? 2010, hein, c'est ça? Oui, Dualsun s'est créé en 2010. 2010, qui s'étaient dit non, il n'y a pas de bataille perdue sur l'industrie à partir du moment où on va un peu plus loin. C'est ça l'idée de Dualsun. C'est tout à fait ça. Peut-être juste expliquer notre... Oui, ça faisait une introduction un peu longue, hein, je suis désolé, mais voilà, fallait un peu poser le truc. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que Dualsun, on n'est pas des panneaux, on va dire, tout à fait classiques. On est des panneaux avec une innovation, une valeur ajoutée, à la fois industrielle, puisque c'est quand même notre cœur de métier. On est des industriels français, on fabrique des panneaux made in France. Mais on a aussi cette valeur ajoutée de l'innovation, parce que c'est un panneau 2 en 1. En fait, il faut savoir que... On va le décrire, mais le panneau solaire basique, à cellules photovoltaïques basiques, celui-là, c'est plus possible de le fabriquer en Europe, ou il y a encore, il y a encore moyen d'être compétitif aujourd'hui? Alors, il faut pas y aller à la manière où les Chinois le font, parce qu'ils sont quand même très forts. Ils ont beaucoup investi dans cette industrie, et donc ils sont très bas au niveau prix. Mais on a des innovations françaises, Dualsun en fait partie, qui nous permettent complètement compétitifs en travaillant en Europe. Alors, vous me racontez un peu le truc, c'est-à-dire, elles sont où les cellules photovoltaïques là? Alors là, vous avez un échantillon, donc normalement ça fait 1 mètre par 1,60 m. Mais donc là, on voit déjà, sur la face avant, en fait, on a 2 cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques, c'est ce qui permet de capter la lumière du soleil pour faire de l'électricité. Oui, mais elles sont où? Je les vois pas.
Si, c'est du noir sur noir. C'est du noir sur noir. Pour l'esthétique, mais là où vous avez les petites traces argentées, c'est la partie photovoltaïque. D'accord. Qui va capter en fait les électrons pour les amener dans votre réseau électrique et autoconsommer. Et en arrière. Alors je ne sais pas si on va le voir, ça, effectivement, quand on retourne le panneau. En fait, c'est là où réside l'innovation. En fait, l'électricité photovoltaïque utilise que 20% de la lumière et donc tout le reste est gâché, perdu. Et donc l'innovation de Alstom, c'est vraiment de venir récupérer toute cette énergie, cette chaleur pour l'utiliser pour le bâtiment. Et donc ça veut dire, oui c'est ça, on a à la fois la production d'électricité et effectivement, mais c'est quoi? C'est de l'eau qui circule dans ces oui, tout à fait. Petits tuyaux? On a de l'eau glycolée pour pas que ça gèle, mais tout à fait, on a de l'eau qui vient finalement faire un échange de chaleur pour extraire toutes les calories et l'utiliser. Donc en fait, on a vraiment à la fois l'électricité rentable et la chaleur bas carbone. D'accord Laetitia, mais on voit là les tuyaux, là aussi c'est un démonstrateur, ils sont plus gros que ça les tuyaux ou c'est Non, c'est vraiment ça, pour la coup, vous avez la taille 1 de tuyaux. On a vraiment, du coup, un échange qui se fait sur toute la surface. Donc, on va récupérer vraiment l'énergie partout dans le panneau. C'est ce qui fait vraiment la force. Et on arrive à avoir 3 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque. 3 fois. Voilà. C'est-à-dire que, bêtement, il faut bien se mettre ça en tête. C'est ça qui est très intéressant. Bêtement, depuis, j'en sais rien, moi, 30 ans, on met un panneau photovoltaïque sur son toit pour avoir l'électricité pour son chauffe-eau. Là, en fait, le chauffe-eau, c'est vos petits tuyaux qui vont amener l'eau. Oui, tout à fait. Donc là, ils vont chauffer l'eau. Et pour le coup, on aura de l'eau chaude. Et l'électricité sert à autre chose. Exactement. Donc vous pouvez utiliser votre électricité pour des choses un peu plus sympas, enfin des choses qui ne peuvent pas se substituer à l'électricité. Donc vous pouvez notamment faire votre cafetière plutôt que votre chaude. Non mais alors c'est justement ça. C'est quelle quantité d'eau chaude est-ce que je récupère? Parce que les tuyaux ont l'air tout fins quand même. C'est vrai. Mais alors, je vous ai dit, sur une même surface, on a 3 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque grâce à cette innovation. Au niveau d'une installation classique, si on va être sur 6 panneaux, on peut déjà couvrir plus de la moitié de ses besoins, que ce soit en électricité ou en eau chaude, avec 6 panneaux photovoltaïques. Donc, comme je vous ai dit, c'est 1 mètre par 1,60 m. Donc 2010, vous en avez produit, alors combien? Plusieurs milliers là, aujourd'hui de panneaux solaires. Combien de panneaux solaires produits? Là, on a passé les 10 000 panneaux produits. Vous avez passé les 10 000 panneaux à Jujurieux dans l'Ain. Oui, tout à fait. Donc il y a tout l'outil de production qui est là? Oui, c'est nouveau pour nous parce que c'était finalement une usine qui a été inaugurée en 2020. Donc ça fait tout juste 1 an. Donc on a cette usine qui tourne aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il a fallu... Non, il n'a pas fallu 9 ans de réflexion et de développement. C'était fabriqué par des sous-traitants industriels, c'est ça? C'était pas votre propre usine? Alors c'est plus que ça, c'est que c'est notre 3e version. Donc c'est la première fois qu'on avait l'usine pour cette 3e version qui a été vraiment une usine qu'on a pu vraiment dédier 4.0 pour la production de cette innovation finalement. Alors aujourd'hui le client de ce panneau du Alstom, c'est qui? C'est l'industrie? Ce sont les particuliers? C'est le bâtiment, en tout cas. Vers qui vous vous adressez? Alors, les particuliers, évidemment. D'ailleurs, on a tout un site d'autodiagnostic pour permettre aux particuliers vraiment de savoir s'ils mettaient nos panneaux sur leur toit, qu'est-ce qu'ils arriveraient à avoir comme production chez eux. Donc, c'est vraiment détaillé. Ils peuvent rentrer leurs adresses, les spécificités de leurs usages et voir, tester pour eux combien ils auraient de production avec nos panneaux. Ça s'appelle My Alstom, mais ça s'adresse aussi finalement à tous les bâtiments qui ont des besoins d'eau chaude. Puisqu'on produit à la fois l'électricité, tout le monde en a besoin, et l'eau chaude. Donc tous ceux qui ont, ça peut être des hôtels, des campings, mais ça peut aller vraiment sur l'hôpital. Dès qu'il y a des besoins d'eau chaude, finalement, on est là. Et qui sont vos intermédiaires dans ces cas-là? C'est-à-dire comment est-ce que vous adressez ce marché qui est un marché particulier et un marché, alors pour le coup, très très large? Il faut une force commerciale très importante pour adresser l'ensemble de ces cibles potentielles? C'est vrai. Alors, au niveau du particulier, comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette plateforme d'autodiagnostic. Donc, le particulier va directement, finalement, nous contacter. Ouais. Et on est vraiment très engagé dans toute la filière. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à la qualité de A à Z. On a vraiment cette plateforme qui permet, pour ceux qui le souhaitent, qui ont trouvé un intérêt à cet autodiagnostic, d'aller plus loin, d'être mis en relation avec des installateurs qu'on va qualifier, qu'on va former, finalement, à nos spécificités. Et du coup, permettre au particulier d'avoir son installation chez lui garantie. Parce
grâce à un suivi de A à Z de son projet sur notre plateforme. Mais vous vous êtes même engagé dans la formation, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, Laetitia? C'est tout à fait ça. Il y a une histoire qui s'appelle Poseur d'avenir. Vous me racontez ça, Poseur d'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, Poseur d'avenir, en fait, c'est une formation à destination des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui leur permet de finalement avoir une vraie qualification dans le photovoltaïque. Et donc, on est vraiment, finalement, le goulot d'étranglement aujourd'hui sur les panneaux solaires, c'est pas les particuliers. Ils ont vraiment un net intérêt à transformer leur maison, à devenir finalement acteurs des économies d'énergie. Notre goulot d'étranglement, il est sur les installateurs. Et donc, le fait d'avoir des nouveaux qui s'engagent, qui ont vraiment la pêche et qui ont envie d'être de nouveau sur le terrain, c'est l'occasion pour BAO Formation finalement de les former et d'avoir cette qualité. Comme pour la rénovation énergétique des bâtiments d'ailleurs. Hein. Le sujet, là, on a beaucoup parlé de MaPrimeRénov', etc. et tout ce qui est MaPrimeRénov', par exemple, ça peut aider à poser les panneaux Dual Sun. Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça. On est très fiers. C'est une de vos victoires récentes. Non, mais c'est super intéressant, super. Allez-y, je vous laisse parler. C'est exactement ça. En fait, on en est très fiers parce que notre technologie est quand même une technologie innovante et on a été intégré dans MaPrimeRénov', tout ce qui est équipement solaire hybride. En fait, c'est directement notre technologie, à la fois photovoltaïque et thermique, peuvent être bénéficiaires de MaPrimeRénov'. Donc, ça permet vraiment, finalement, d'avoir son installation qui est soutenue et aidée dans MaPrimeRénov' pour tout ce qui est économie d'énergie. Donc on va vraiment avoir finalement cette aide, cette subvention qui est versée pour pouvoir mettre une installation à la fois de chauffe-eau solaire et d'électricité photovoltaïque. Mais ça a été un combat quand même. Mais c'est vrai qu'on est parti de loin. Il faut déjà avoir les brevets, ça a été la première étape. On a pu avoir l'usine dont on parlait à l'instant. Et puis on a été soutenu à chaque fois, à la fois par la BPI France, l'ADEME. Et donc on a un peu au bout finalement de ce chemin. Non mais juste cette question, parce que c'est super intéressant et quand même on est là-dedans aujourd'hui et même si ça va paraître absurde, ça nous ramène quand même pas très très loin à notre histoire de vaccin. C'est-à-dire faire bouger les normes. C'est toujours un challenge pour les nouvelles technologies en fait. Hein. Donc, particulièrement en France quand même, on peut le dire, non Laetitia? Même au niveau européen. Même au niveau européen. Et d'ailleurs, on avait été très en amont en 2013 pour inventer des normes pour ces panneaux parce qu'ils n'existent pas. Donc on a été les premiers à avoir une garantie de normes européennes finalement avec les IEC qu'on a pu passer avec... IEC, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est normes de l'électronique. D'accord. Et donc il en a fallu les adapter pour nos panneaux. Et en 2014, on a été les premiers au monde à avoir un panneau hybride adapté aux normes européennes. Et donc là encore, on est finalement le premier panneau hybride à être intégré dans les soutiens à la rénovation énergétique. Donc c'est des doubles victoires. Alors derrière, c'est toujours ce qui est-ce que vous connaissez Ludovic de Blois, Laetitia? Oui, vous le connaissez. On n'est pas loin, on est presque voisins. Vous êtes presque voisins, mais il est plus au sud, lui, quand même. Marseille, c'est quand même bien le sud. Oui, c'est ça. Parce que vous fabriquez dans l'Ain, mais au départ, le siège social est à Marseille. Oui, absolument. Donc Ludovic de Blois, qui est venu nous voir. C'était juste avant l'été, je crois. Hein, juste avant la coupure de l'été, qui lui-même était entrepreneur, inventeur d'une solution très très intéressante qui s'appelait What You See is Photovoltaic Surface, donc d'un film transparent qui avait la capacité de récupérer la lumière et l'énergie du soleil. Bon, après, il faut rentrer dans la phase de développement industriel. Il faut trouver des partenaires industriels. Il faut assumer et avoir les moyens d'investir le rythme industriel. Et c'est là que les choses sont devenues compliquées pour lui et qu'il a été obligé finalement à un moment de plus ou moins céder sa technologie. Il a écrit un bouquin, c'était pour ça d'ailleurs qu'il était venu, qui s'appelle « Les licornes aussi renaissent de leurs cendres ». Un bouquin qui raconte en fait exactement le stade où vous en êtes. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire ce moment où en fait, ça y est, toutes les planètes sont alignées. Mais il faut, comment je vais le dire, il faut du gros argent maintenant pour pouvoir monter en puissance et monter en cadence. Est-ce que... Non, mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ça va être notre enjeu pour 2021, puisque du coup, maintenant, on est rentable, on a les planètes alignées, donc on va chercher à finalement faire un bras de levier avec une levée de fonds d'à peu près 5 millions d'euros. Ça va être l'ambition. Vous êtes pleine d'énergie, Laetitia, mais vous savez bien que c'est une période très dangereuse, justement, en fait, pour des entrepreneurs et pour une entreprise. Quand les planètes sont alignées. On les vit avec plutôt beaucoup d'enthousiasme. Mais l'idée, par exemple, c'est marrant parce que depuis le début de la semaine, je crois que j'ai posé la question tous les jours à des entrepreneurs. L'idée que, arrivé à ce stade-là,
il faut peut-être se faire épauler d'un vrai développeur industriel, d'un directeur général qui a l'habitude justement de l'ensemble des discussions et des négociations. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, par exemple ? Alors, je ne suis pas directement directrice générale de la société, c'est mon associé Jérôme Mouterde qui l'est, et il est vraiment excellent à ce rôle-là. Et je pense qu'on a vraiment gagné cette bataille industrielle, puisqu'on a vraiment un outil qui est en capacité aujourd'hui de répondre à la demande. Et donc, pour vous citer, ne serait-ce que l'année dernière, on a quand même triplé notre chiffre d'affaires, quasi triplé notre chiffre d'affaires, et on a fait avec finalement, c'était un peu l'opportunité du Covid. On a été made in France, on a une grosse réactivité, on a pu livrer tout le temps. Et on a eu aussi beaucoup de particuliers qui se sont pris finalement en main la question de un bâtiment où on se sent bien, c'est important. Donc on avait vraiment, on va dire, cet aller-retour qui s'est bien fait. Donc on a pu répondre là, et je pense que l'année prochaine où on pense encore doubler, eh bien, ça sera aucun problème non plus. On a eu le temps de réfléchir, ouais, c'est vrai ça, pendant cette période étrange. Il n'y a pas que des côtés négatifs. On a eu le temps de réfléchir. Bon, il y a une, encore une fois, vous êtes pleine d'enthousiasme, etc. et tout, c'est absolument génial, mais il y a une morale à toute cette histoire, c'est-à-dire, il y a... là encore, je vais prendre un parallèle, mais vous me regardez et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Non, je vais prendre un autre parallèle qui va peut-être vous surprendre. C'est le scooter à 3 roues de Piaggio. Alors ça, c'était il y a peut-être une dizaine d'années. Même chose, le scooter, il est parti en Chine, il est fabriqué en Chine, Peugeot Scooter, ils sont quasiment au bout, etc. Et puis tout à coup, il y a un industriel italien qui va mettre une 3e roue, qui va complètement réinventer le truc, qui va le vendre 2 fois plus cher et qui va relancer toute une industrie. Voilà. Et je trouve que votre histoire, elle a peut-être le même potentiel. Enfin, est-ce que vous le voyez comme ça ? C'est vrai qu'on se veut disruptif, c'est sûr. On est là. En plus, on est avec un panneau qui est certes un peu plus cher, mais qui apporte plus d'économie d'énergie et qui est encore plus bas carbone, puisqu'on utilise tout 2 fois finalement. La vitre, elle sert à la fois pour le photovoltaïque et pour l'eau chaude. On a vraiment tout le cadrage aluminium qui va être utilisé 2 fois finalement pour 3 fois plus d'énergie, quoi. Et donc évidemment, on est nouveau, on est disruptif, mais c'est vrai que le marché nous le rend bien. Et sur la cellule photovoltaïque elle-même, celle-là, elle n'est pas faite en France, elle vient de Chine, elle vient de où elle est faite ici. Est-ce que vous pouvez les faire ici ? Alors ça fait partie de notre roadmap, mais c'était pas notre priorité. Donc on n'a pas. Donc là, elle est en Chine pour l'instant. Voilà, elle est importée, mais clairement dans notre roadmap, on internalisera également ça, puisqu'on veut aussi apporter plus d'innovation sur la cellule. Aujourd'hui, c'est des cellules qui sont à la pointe, mais qui ne sont pas made in France encore. Et c'est possible de les faire made in France ? Eh bien, on le fera, mais non, pas demain. Non, vous pouvez nous donner quelques détails. Vous savez, Laetitia, vous n'êtes pas obligé d'être sans arrêt dans le discours vendeur formaté. Il n'y a aucun problème, ils nous séduisent. Mais parce que j'entends partout parler de terres rares, enfin bref, d'éléments qui sont des éléments qu'on a beaucoup de mal à trouver en France pour faire l'ensemble de ces cellules. Non, ça vous semble pas insurmontable ? Non, d'autant que les nouvelles technologies des cellules sont de moins en moins... Enfin, déjà, les terres rares, on n'a jamais eu, mais sur les nouvelles technologies, c'est de moins en moins difficile d'avoir les matières premières, y compris en Europe. Donc ça sera pas une difficulté. Voilà. Super. Non, et puis en plus, j'allais peut-être encore dire une adresse. Non, mais parce que pas très loin, autour de Grenoble, il y a là aussi un pôle électrotechnique, électronique, etc., qui est très très dynamique. Et donc ça peut vous aider, vous épauler dans cette recherche d'un écosystème qui pourrait vous porter encore plus loin ? Clairement, l'écosystème français nous a quand même impulsés. On a beaucoup travaillé à Nostrement avec l'INES, le centre solaire qui est aussi du côté de Grenoble. C'est pour ça que ça me fait... Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est intéressant tout ça. Et c'est sûr qu'on a d'excellentes relations avec la filière, qu'on est toujours finalement... au cœur, parce que quand on porte une technologie comme ça, on ne peut pas le faire tout seul. On a vraiment besoin de tout le monde, à la fois de la recherche, à la fois des installateurs. Et quand on veut avoir une qualité à la fois d'innovation et de pose, on est obligé de s'impliquer à chaque étape. Et c'est vraiment ce que Dualsun souhaite faire. Laetitia Brottier, donc, vive les vendeurs, cofondatrice de Dualsun, qui était notre invitée sur BIS. Laetitia Brottier, la cofondatrice de Dualsun sur Sud Radio. Demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi avec Bismart. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.